Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, d'abord il faut que je te dise que j'ai lu beaucoup de SFFF ces derniers temps. Mais je ne vais pas t'en parler dans cette update parce que je me le garde sous le coude. Je vais aux Imaginales pour la première fois de ma vie et j'ai vraiment envie, pendant le mois d'avril et de mai, de plus te parler de la littérature de l'imaginaire, de plus te permettre de découvrir ce que c'est que cette évasion qu'on peut ressentir dans ces livres-là. Et donc, tout ce que j'ai lu qui concerne la SFFF, je le garde pour moi et je t'en parlerai plus tard. Et le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est mon dernier coup de cœur jeunesse et c'était une claque monumentale. Il s'agit de Rage de Oriane Charpentier dans la collection Scripto chez Gallimard. C'est un tout petit roman, mais alors d'une force et d'une délicatesse incroyable. C'est l'histoire de Rage dont on ne connaît pas le prénom, dont on ne connaît pas les origines. On sait simplement qu'elle a débarqué en France après une période de vie extrêmement difficile dans un pays en guerre. Elle est réfugiée, elle est mineure émancipée, elle est en pleine post-dépression traumatique et tout ce que vous voulez, ça ne va pas bien. Et elle fait comme elle peut pour s'en sortir dans la vie, pour essayer de marcher un pas après l'autre pour se guérir. C'est d'une finesse, c'est d'une délicatesse dans l'écriture. Non mais c'est fabuleux. Vous avez des références mythologiques du début jusqu'à la fin du livre. Rien que ça, normalement, ça doit vous parler. Son amie qui s'est elle-même choisi le prénom de Artémis. Rage qui finira par comprendre qu'il faut qu'elle donne son prénom et qui prendra le pseudo d'Antigone que lui donnera un de ses amis. Non mais vraiment, la résilience à son plus haut niveau de littérature pour les jeunes. Je suis encore toute retournée par cette lecture. Pourtant, je déteste lire sur mon téléphone et je l'ai lu sur mon téléphone juste avant d'aller au salon puisque j'ai eu la chance de rencontrer Oriane Charpentier et que effectivement dans tout ce qu'elle a dit, ça justifiait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est un texte qui est travaillé, il est court, mais il est extrêmement bien fait. Chaque mot a sa place, chaque phrase est justifiée et a une valeur. Ce qui était très intéressant, c'est qu'elle expliquait que justement elle avait taillé dans le gras pendant ses corrections, qu'elle avait supprimé beaucoup de phrases qui pour elle n'étaient que du sucre, de l'enrobage par rapport au message qu'elle voulait passer. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de lire ce petit livre. Ça vous prendra 3/4 d'heure. En revanche, ça vous restera dans la tête pendant plusieurs années, je pense. Et c'est un livre qui pour moi doit être lu par les adolescents parce qu'effectivement, en ces temps assez difficiles et ces temps de guerre terrible et atroce, des jeunes réfugiés, les enfants vont en côtoyer et c'est important de comprendre les souffrances qui ne sont pas dites. C'est important de pouvoir imaginer un tant soit peu la douleur d'autrui, fondamentalement surtout si cette personne ne l'exprime pas. Parce que la reconstruction ne se fait pas toute seule, il faut un entourage, il faut de la bienveillance et ce roman en parle. Rage, elle est révoltée à l'intérieur d'elle-même contre sa personne, contre ce qu'elle vit, contre ce qu'elle ressent. Et c'est son entourage qui n'est pas blessé, qui lui a eu une vie tout à fait normale, qui va l'aider à se relever. Et c'est une très très belle philosophie et c'est un message qui est magnifique. Lisez Rage, lisez Rage. Faites lire Rage à vos enfants à partir de 12-13 ans. Faites lire Rage, faites-le lire. Et la dernière lecture que j'ai envie de vous présenter, c'est une lecture young adulte. Et oui, je te vois venir parce que le livre que je vais te présenter, c'est de la young adult fantasy et j'ai dit que je gardais la fantasy pour plus tard. Oui, c'est vrai. Mais ce dont je veux te parler pour la SFFF, c'est les romans qui sont classés du côté des adultes et pas du young adulte. Donc ça compte pas, donc tu me laisses tranquille. Et cette lecture, donc, il s'agit de The Curse de Marie Rutowski. Oui. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Mais je peux pas prononcer ce nom-là à l'oral. Il s'agit de The Curse de Marie Rutowski. Bon, comme ça vous voyez comment ça peut s'écrire. The Curse, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kestrel, qui est une jeune fille de bonne famille dans un univers de fantasy dont pour l'instant on ne connaît rien, mais ça s'apparenterait plus ou moins à l'Asie. Moi je l'ai imaginé en tout cas comme soit l'Asie, soit les Pays-Bas, plutôt du Caucase, dans une période plutôt renaissance et en même temps renaissance moderne on va dire. Cette jeune fille elle a tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureuse, de bonne famille, elle a de l'argent, elle est éduquée et elle a le plaisir de gagner. Elle aime gagner les parties de jeu stratégiques qu'elle fait avec ses amis, elle aime réfléchir
à tout ce qu'une stratégie peut impliquer. Et elle va se faire piéger sur le marché de vente aux esclaves parce qu'elle va ressentir tout d'un coup l'envie d'acheter l'esclave qui est présenté par le marchand, et elle se rendra compte plus tard que cet esclave lui apportera pas que des bonnes choses dans sa vie. Il se trouve qu'en fait, le père de Kestrel est gouverneur de la colonie qui a complètement écrasé, anéanti, asservi un autre peuple. Je ne vous spoil absolument rien si je vous apprends que l'esclave fait partie de l'autre peuple, puisque ils sont tous asservis. Mais celui-là, il va ouvrir sa gueule, et celui-là, il va jouer au jeu de la stratégie avec Kestrel, et on verra ce que ça donne. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai lue très rapidement justement parce que j'avais la chance de rencontrer Marie Rutkowski au salon du livre. Cela dit, ça reste de la young adulte, et il y a des passages qui m'ont beaucoup gênée. Pourquoi mettre un love interest quand on n'en a pas besoin pour que ce soit un bon livre? Ça m'agace que le young adulte soit toujours frappé par une histoire d'amour, alors que clairement, je suis désolée, je vous spoil, je suis vraiment navrée, mais il n'y avait pas besoin de mettre une histoire d'amour pour que la relation entre les deux protagonistes soit hyper badass. Justement, on axe le roman sur un côté très intelligent, très stratégique, très réfléchi, et on gâche tout avec des sentiments tout mielleux qui vont venir gâcher le truc. Moi, ça m'a supra-gonflé. Deuxième chose qui m'a supra-gonflé, c'est la débilité du personnage secondaire de la meilleure amie de Kestrel. Jess, elle me sort par les yeux. Cette nana, le monde s'effondre, tout ce qui compte c'est sa robe. J'exagère à peine. Pourquoi faire un personnage principal badass qui ne sait pas se battre mais qui essaye physiquement, qui obtient la supériorité par son esprit et sa réflexion, et tout foutre en l'air avec un personnage secondaire complètement débile? Je ne suis pas d'accord, je suis très déçue par ce livre. Au niveau de la représentation féminine, on en faisait quelque chose de génial. Oui, le personnage principal, il est top. Franchement, il en faudrait plus des comme ça. Une nana qui réfléchit, une nana qui se laisse pas faire, une nana forte. Ah ouais, non mais carrément. Mais dans ce cas-là, ne mets pas le contre-exemple total juste à côté en disant que c'est sa meilleure amie. Ça ne va pas. J'en ai parlé avec Marie Rutkowski du souci que j'avais avec Jess, que je la trouvais quand même profondément débile. Alors je l'ai pas dit dans ces mots-là, bien évidemment, je sais être polie et respectueuse. Et la réponse que m'a donné l'auteur, c'est « Did you read the next book ?» Et comme je n'ai pas lu le deuxième tome, je ne peux donc pas comprendre ce vers quoi elle m'amenait. J'espère donc, et du plus profond de mon cœur, que le personnage de Jess va avoir droit à une amélioration et à peut-être se relever avec un peu plus de fierté et moins de... comment on pourrait dire ? Et moins de puérilité. Bref, vous l'avez compris, je pense que je vais m'éloigner de plus en plus du young adulte ces prochains temps parce que je n'arrive pas à prendre du recul par rapport aux clichés que j'y rencontre et que ça me gâche mes lectures. Alors que oui, c'est un bon roman, c'est un très bon roman de young adulte, de fantasy, d'aventure. J'ai été embarquée dans le scénario, mais vraiment immédiatement. Le monde est fouillé, il a un background, il y a des fondations qui sont très intéressantes. Je lirai la suite avec énormément de plaisir, autant que j'en ai eu pour le premier tome, mais je ne me sens pas capable de vous en parler sans vous dire qu'il y a vraiment des soucis, quand même. Oui, donc ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. On continue ? Et le prochain ouvrage dont j'aimerais vous parler me tient beaucoup à cœur, c'est du contemporain et il s'agit de À durée déterminée de Samantha Bailly, qui est un ouvrage dont j'admire énormément le message principal. Merci au passage pour la dédicace, Samantha. C'est un ouvrage qui n'est pas exempt de défauts. J'en ai discuté avec Samantha et elle connaît mes opinions quant au personnage féminin que je n'ai pas forcément extrêmement apprécié, mais ça n'empêche que ce livre recèle énormément de qualités. Et la première de ces qualités, c'est sa thématique. À durée déterminée, ça raconte l'histoire d'Ophélie que nous retrouvons depuis l'ouvrage des stagiaires. Mais attention, vous pouvez tout à fait, mais alors tout à fait lire à durée déterminée, indépendamment des stagiaires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait puisque les stagiaires, je ne l'avais pas lu. Ophélie est une jeune fille qui vient de terminer ses études, elle vient de terminer son stage chez Pixis et il se trouve qu'elle est embauchée. Elle est embauchée par Pixis en CDD dans un premier temps. C'est une entreprise qu'elle connaît donc déjà, dans laquelle elle a déjà ses marques et où elle a déjà pu entreapercevoir les problématiques d'insertion. Parallèlement
À ça, nous avons un autre personnage, et là pour le coup j'ai eu un coup de cœur pour lui. Il s'agit de Franck. Franck est un chercheur thésard complètement paumé qui, suite à une dépression liée à sa thèse qui n'avançait pas, a beaucoup de mal à retrouver sa place dans la société. Et pour réussir à sortir de sa spirale infernale de dégoût de soi-même, de blocage total par rapport à sa thèse parce qu'il n'arrive pas à la finir, décide de rentrer chez Pixis comme informaticien, chef de réseau, ce métier que je ne comprends pas mais qui est essentiel. Et via ces deux personnages, à savoir une Ophélie, une jeune fille très enthousiaste et très illusionnée aussi sur le monde du travail, et Franck qui lui est déjà dans une spirale un peu négative, on va avoir deux aspects de la même entreprise et surtout deux aspects du travail qui sont très intéressants. Ce roman s'articule sur la place que chacun a dans l'entreprise et il développe toutes les thématiques qui sont liées au travail, à cette angoisse de trouver sa place, à cette angoisse de se perdre dans des rôles qu'on ne peut plus accepter. Et j'ai trouvé ça d'une justesse incroyable. La couverture peut vous faire croire que c'est un roman léger, l'écriture qui est douce et très simple peut vous faire croire que c'est un roman léger. Ça n'est pas le cas. Parce qu'il a cette intelligence, Samantha a eu l'intelligence de mettre en abîme toutes nos expériences de travail. Parce qu'il y a une place importante qui est donnée au lecteur. Tout simplement parce que, oui, ce sont des schémas que nous avons rencontrés certainement dans notre parcours, quoi qu'ils soient tous différents les uns des autres. Le fameux coup du « j'ai mon diplôme, j'ai fait mon stage, j'ai mon premier CDD », est-ce que je vais avoir mon CDI? Comment ça va se passer pour moi? Qu'est-ce que c'est que le monde de l'entreprise? Est-ce que je vais pouvoir accepter d'y vivre? Est-ce que je vais accepter toute cette mascarade? Est-ce que je vais ouvrir ma gueule quand il y a une situation qui me dérange? Est-ce que je dois vraiment freiner mes relations avec tel employé qui est mal vu? Ou est-ce que je dois me comporter comme on le demande, comme on l'exige pour que j'ai ma place dans ce monde? C'est génial d'avoir posé ces questions. C'est génial d'en proposer certaines réponses, mais de ne pas en faire une généralité et de ne pas en faire un cas. Ce roman est extrêmement intelligent dans sa construction parce qu'il propose des exemples, sans en faire des cas d'école. Ce qui arrive à Ophélie, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça n'est pas une situation dramatique, il ne se passe pas des choses trop dures dans ce roman pour qu'on se dise « non, non, mais ça m'arrivera jamais ». Tout ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise, chez Pixis, tout ce qui se passe, c'est réaliste et c'est concevable. Et ça m'a permis moi de remettre en cause tout ce que j'avais vécu dans mes différentes entreprises, de pouvoir me dire ah oui ça c'est vrai je l'ai vu, ça n'est pas trop gros, ça existe. Et ça, moi j'aurais plutôt fait comme ça parce que j'ai déjà vu dans une entreprise que c'était possible de s'épanouir, de devenir vraiment soi-même, de relever la tête, d'avoir haut le menton et de se dire voilà c'est ça que je suis. Et là, dans cette entreprise, j'arriverai à exprimer ce que je suis. Ça arrive. Ça n'arrive pas nécessairement partout, mais ça arrive. Bref, je vous recommande très fortement la lecture de ce roman que j'ai vraiment apprécié. Même si, je vous dis encore une fois, tout n'est pas forcément rose, tout n'est pas magnifique dans ce roman, il a des défauts, mais ils sont tellement excusables parce que le message qui est passé est sublime. J'ai également lu un petit essai, on en parle tout de suite. Il s'agit de Cher Ijeawele de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est sous-titré comme ceci, ou un manifeste pour une éducation féministe. Et je me suis retrouvée dans tout ce qu'a dit l'auteur. C'est fabuleux. C'est tout petit, vous n'avez aucune excuse, il n'est pas cher, il est accessible, il est facile à lire. Il s'agit d'une lettre que Chimamanda Ngozi Adichie envoie à une de ses amies qui lui a posé la question à la naissance de sa fille: comment puis-je faire pour que ma fille ait une éducation féministe, pour qu'elle ait la tête haute? Comment puis-je faire pour qu'elle soit libre? Et les réponses apportées par l'auteur sont juste fantastiques. Elles découlent d'un bon sens incroyable, mais ce bon sens est souvent oublié. C'est pour ça que c'est important de lire ce petit manifeste pour comprendre où je veux en venir. Je regrette une seule chose, c'est qu'on ne parle pas assez de l'éducation des garçons. On en parle un petit peu dans cet essai, mais pas assez à mon goût, parce que effectivement, si l'égalité passe par l'éducation des jeunes filles, elle passe également par l'éducation des jeunes garçons. Et c'est dommage de ne pas avoir eu à chaque fois le contre-exemple: si tu apprends à ta fille ça, apprends à ton futur enfant garçon à faire ça. Et moi, comme à chaque fois dans les manifestes, je fais plein de petites notes. Il y a un passage que je voulais vous lire,
Juste quelques phrases pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être salvateur de lire ce petit essai. Apprends à lire à Shizalum, apprends-lui à aimer les livres. Le mieux est encore de lui montrer simplement l'exemple au quotidien. Si elle te voit lire, elle comprendra que c'est une bonne chose. Même si elle devait ne pas aller à l'école et se contenter de lire des livres, elle en saurait sûrement davantage qu'un enfant éduqué de façon conventionnelle. Les livres l'aideront à comprendre et à questionner le monde. Ils l'aideront à s'exprimer. Ils l'aideront dans tout ce qu'elle voudra devenir plus tard. Qu'elle soit chef, scientifique ou chanteuse, les compétences apportées par la lecture seront utiles dans tous les cas. Je ne parle pas de livres scolaires, je parle de livres qui n'ont rien à voir avec l'école, d'autobiographies, de romans et de livres historiques. Si rien d'autre ne marche, paie-la pour lire, récompense-la. Je connais une femme nigériane remarquable, Angela, une mère célibataire qui a élevé son enfant aux États-Unis. Sa fille rechignait à se mettre à la lecture, alors elle a décidé de la payer 5 cents la page. Une entreprise onéreuse, plaisante-t-elle plus tard, mais un investissement rentable. Fais-la lire. Et on va finir sur un petit peu plus de légèreté. Je vais vous parler du manga que j'ai lu ces derniers temps. Et il s'agit de Moving Forward de Nagamu Nanaji. Et franchement, ce manga m'a énormément plu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un shoujo. Et je suis très agréablement surprise par les 2 premiers tomes de la saga qui sont sortis en même temps, je crois. C'est peut-être pour ça que j'ai pu trouver les 2 premiers tomes tout de suite. Parce qu'il y a une très très belle réflexion sur le soi qu'on présente aux autres par rapport au soi qui souffre. Il y a aussi toute une réflexion sur l'art, sur la dépression, sur les états d'âme. C'est un shoujo qui est très mature et extrêmement touchant, je ne m'attendais pas à ça. C'est l'histoire de Kuko. Kuko est une jeune fille qui a traversé des épreuves dans sa jeunesse, comme tout le monde a priori, mais qui l'ont profondément marquée et elle garde en mémoire un message de son père: sois forte, souris, sois heureuse. Ce qui fait que cette jeune fille, en fait, ne se donne plus le droit à l'abandon, elle ne se donne plus le droit à la tristesse, à l'échec et au désespoir. Et elle se met une pression continue pour sourire, pour rester droite, pour avancer, pour aider les autres, et elle en oublie de s'écouter. Et un jour, elle va rencontrer un camarade d'école, un artiste, qui va lui dire: non mais attends, c'est ridicule, je déteste ton attitude. Et il va aller la poignarder comme ça dans tout ce qui concerne sa philosophie de vie et lui dire: mais attends, t'as le droit de ne pas sourire, tu as le droit d'aller mal. Pour un shoujo, pour une littérature japonaise, et ben bravo, parce que ça met en abîme pas mal de soucis qu'on a tous pu rencontrer dans notre vie. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'est d'une finesse vraiment très très remarquable. Les dessins sont très sympathiques. Je vous montre dans le tome 1 pour pas vous spoiler. Voilà, les dessins sont classiques. On retrouve un petit peu le style de Blue Spring Ride. Moi j'ai beaucoup aimé, ça passe tout seul, c'est très facile à lire. Le découpage est très intéressant. Il y a quelques planches qui valent vraiment le détour, d'autant qu'il y a vraiment une réflexion sur tout ce qui va être artistique, sur tout ce qui va être peinture, mise en cadre d'un tableau. Donc il y a des très bonnes réflexions aussi sur l'art. C'est un excellent shoujo que je vous recommande vraiment. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos dernières lectures, à échanger avec moi sur les livres dont j'ai parlé. Je pense que The Curse, vous êtes nombreuses à l'avoir lu, nombreux et nombreuses, pardon, à l'avoir lu, et j'attends vos retours avec grande impatience. Et je suis à jour sur mes updates. Donc maintenant, on va pouvoir parler de SFF. En attendant de vous retrouver pour vous parler de la littérature de l'imaginaire, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao. T'as vu ça un peu? C'est ma petite tasse chérie qui a été faite par Gaëlle. Donc merci encore ma chérie, si jamais tu passes par là.